Alors, le cas de l'arthrose est patent pour ça parce que jusqu'à un certain moment, c'est fonctionnel ton affaire. Tu peux travailler, tu peux renverser, on change le métabolisme, on fait des exercices, on prend quelques suppléments, on change le niveau d'inflammation, de résistance à l'insuline et hop, la douleur s'en va, la fonctionnalité revient, puis les gens sont comme neufs. Par contre, à un certain stade, ben là, c'est brisé. Fait qu'il y a une limite à ce que je peux faire. Je suis plus capable, là. Et là, c'est le rôle de la médecine. Là, c'est le rôle du chirurgien. Parce que on veut retrouver une qualité de vie. Ça n'empêche pas tout le reste. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Dionne, pharmacien, auteur et conférencier. On discute non seulement de son parcours professionnel, de l'importance de la santé intégrative, mais on vous parle également de douleurs articulaires, plus spécifiquement des différents facteurs impliqués dans les processus d'arthrose pour mieux pouvoir prévenir et aider, autant en clinique qu'à la maison. Donc, bonne écoute. Salut Jean-Yves, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Maxime. T'es quelqu'un que j'admire beaucoup dans tout le contenu, dans tout le parcours là, tout au long des dernières années. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, autant pour la population que tout avec les cours maintenant à ce jour là, pour tous les praticiens, tous les gens du moins qui s'intéressent à la santé globale. Puis avec ton expertise en termes de produits naturels, tu es un excellent vulgarisateur. Merci et beaucoup. c'est des vidéos que je peux envoyer soit autant à des collègues que à des membres de ma famille qui ont moins de base en santé, mais le message va toujours bien passer et bien être compris. Donc on va continuer. Ouais. Donc justement, je suis curieux de savoir par rapport à ton parcours et qu'est-ce qui fait, grosso modo, comment tu t'es rendu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parcours de pharmacien, je sais que tu as fait des arts de la scène, donc si tu peux nous en parler un petit peu. On va t'es allé aussi loin que ça, d'accord? Ouais. Écoute, rapidement, là, moi, je suis rentré en pharmacie un petit peu par atavisme. C'est-à-dire que, tu sais, au secondaire, j'étais bon en sciences, je rentrais au cégep en sciences, ça va bien. J'étais pas nécessairement pas une classe, mais ça allait bien. Puis hop, pharmacie, je fais de l'allure, je peux aller par là. Pourquoi? Parce que dans ma famille, du côté de ma mère, mon grand-père était pharmacien. C'est même le fondateur de la faculté à Laval. Il s'appelait Antonin Marquis. Son fils, Jean-Claude Marquis, a été le président de l'ordre. Et bon, fait que j'avais tout un chemin tracé. Mais en même temps, je suis arrivé en pharmacie, puis ça n'a pas pris grand temps que j'ai déchanté, parce que ça répondait pas du tout à ce que je voulais faire. Au sens où ce que je voulais, moi, c'est aider le monde. Mon grand-père, quand tu rentrais dans la pharmacie, il y avait une odeur particulière, puis on préparait des affaires pour la personne devant soi. Et ça a tout été enlevé. C'est devenu, tu sais, le discours actuel, là, c'est statistiquement significatif, c'est evidence-based, c'est froid, c'est tout emballé d'avance. Puis si tu rentres pas dans les cases, ben c'est de ta faute. Tout ça, là, ça m'a agressé profondément. Parce que moi, je suis rentré là, je faisais dans la plante médicinale avant tout ce monde-là. J'étais un des membres fondateurs du Cercle horticole de Sainte-Foy à l'âge de 15 ans. Tu vois-tu le genre? J'étais un petit cul avec des madames à tête blanche. Mais je me suis toujours intéressé à l'être humain, puis j'étais très souvent le backbencher qui dérange tout le monde parce qu'il pose la question que le prof veut pas entendre. C'est peut-être pour ça que je paye maintenant pour mes péchés de cette époque-là. C'est moi qui est en avant qui répond aux questions. Mais en même temps, j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Puis très souvent, dans l'enseignement, dans la science médicale, on répond pas à cette question-là. On dit, il y a ça, voici la solution. Oui, mais pourquoi il y a ça? Et c'est le genre de questions que je posais déjà quand j'étais au bac, il y a très longtemps. Tu sais, avec tout ce que tu dis, mon parcours, c'est des cheveux grillés d'avec. Ça fait longtemps que je suis là. Et donc, ma vision, c'est pas je suis pharmacien, je vends des médicaments. Je suis très à l'opposé de ça. Je suis un professionnel de la santé et j'ai à cœur la santé de ma personne devant moi, mais la mienne aussi, de l'être humain. Et donc, le coffre à outils qu'est la pharmacie, pour moi, il est trop limité. Alors, il a fallu que je regarde ailleurs. Je ne nie pas l'usage des médicaments, loin de là, mais le bon usage, c'est une autre affaire. À la bonne place, au bon moment. Et il faut avouer que dans notre société d'aujourd'hui, la puissance des lobbies est énorme. La façon de voir la médecine est une médecine d'urgence appliquée à du chronique. Je m'explique, vous faites du reflux, on vous donne un médicament qui bloque l'acide, on n'a pas réglé le reflux, on a juste bloqué le réflexe. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça fait que les gens prennent de plus en plus de médicaments puis ils sont pas nécessairement en santé. Exemple, que
pas paradoxal, mais pire que ça, c'est les États-Unis. C'est le système qui coûte le plus cher per capita sur la planète. C'est le système qui coûte le plus cher tout court. C'est là où les médecins sont les payés les plus chers sur la planète et l'espérance de vie est la moins élevée de tous les pays occidentaux. C'est là où il y a le plus de distinction entre les pauvres et les riches. Tu peux y aller, là. La moyenne des Américains prennent des médicaments à partir de 30 ans. Tu fais, pardon? Il y a plus d'antidépresseurs chez les enfants. Pourquoi? Et tout ça fait que je suis obligé de remettre en question le modèle qu'on nous enseigne. J'ai appris d'autres choses. Et d'aller ailleurs. D'où l'intérêt sur les produits naturels, les plantes médicinales, l'alimentation, la gestion du stress, tout ce qui n'est pas enseigné. Parce que, tu sais, j'enseigne à l'Université Laval, mais sur les 4 ans, je fais 18 heures. À l'Université de Montréal, j'enseigne, mais pas en pharmacie. J'enseigne la porte à côté, parce qu'en pharmacie, il n'y a rien du tout. Fait qu'ils font 4 heures, 4 ans super intenses, vraiment difficiles, puis rien sur les produits naturels. Fait que tu comprends, quand on sort de l'école, puis qu'on n'a pas de formation, tout ce qu'on connaît pas est pas bon. Parce qu'on a appris le préjugé fondamental de tous les universitaires. Je sais. Non. Je commence à apprendre en sortant d'école, là, tu sais. Alors, c'est un peu ça qui me motive. Puis c'est pour ça que je dérange tellement de monde, parce que j'ai le culot de poser des questions là où on veut pas entendre des réponses. C'est ça. Ben écoute, je comprends bien ton parcours parce que je partage beaucoup le fameux pourquoi et lorsqu'on gradue, c'est comme si on dirait que tout commence, où on a un monde qui s'ouvre à nous, il y a une réalité à laquelle on débute autant en clinique que par rapport aux limitations de ce qu'on a appris, puis je crois que justement de se poser d'autres questions, le pourquoi nous amène je vais t'en tout poser un une monde. question, là. Ouais. Pour toi, evidence-based, ça veut dire quoi? Hein, la médecine basée sur des données probantes en français, ça veut dire quoi? Eh boy, écoute, ça veut dire basé sur ce qui a été fait, ce qui a été reproduit à large échelle. Okay. Puis, écoute, t'es pas loin de la réponse que la majorité des professionnels vont faire, mais ça, c'est 1/3 de la réponse. Le modèle evidence-based par M. Sackett dans les années 70, qui est extraordinairement brillant. Il dit, faut nourrir nos actes en médecine au sens large, hein, tu es en médecine comme je suis en médecine, même si je suis pas médecin, je fais des actes qui doivent être nourris par 3 choses. Oui, la science publiée, la science clinique la plus crédible possible. Ouais, il y a toujours des biais là-dedans, mais peu importe. Le patient qui est devant moi, ses valeurs, sa réalité, la plus grande source, selon Sackett, d'évidence, c'est la personne devant moi. C'est elle qui a des symptômes, c'est elle qui s'améliore ou s'aggrave, c'est elle. Puis ça, on a comme tendance à dire, non, si ça va pas bien parce qu'avec ce que je t'ai donné, c'est de ta faute. Non, c'est que moi, j'ai pas fait la job comme il faut. Puis le troisième point qu'on a encore là négligé, mais c'est pour ça qu'on passe des années sur les bancs de l'école, puis qu'une fois qu'on sort de l'école, on continue à se former régulièrement, c'est l'instinct thérapeutique. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pas juste commander des tests, c'est pas juste... Non, il me semble que c'est par là qu'il faut que j'aille. Tu dois l'avoir dans ta pratique. À un moment donné, tes mains... Tu sais, t'entends le portrait clinique de la personne, puis là, t'examines, puis tes mains font « Hey, il y a quelque chose là. Tu as été formé. » Je n'ai pas ça pantoute, moi, là, je comprends rien là-dedans. Mais je le constate. Le professionnel de thérapie manuelle, qu'il soit masso, chiro ou autre chose, ses mains sont un outil de diagnostic extraordinaire. Mais ça, c'est pas mesurable. C'est pour ça que le evidence-based perturbé qu'on nous enseigne, qui est que la science publiée, c'est pas vrai. C'est 1/3 du concept. Et il faut poser des questions sur les 2 autres tiers. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis par rapport à ça parce que c'est un petit peu mon constat aussi. À force, ça fait déjà 10 ans là, que je pratique en clinique. Puis souvent, ce que je trouve difficile avec le evidence-based, c'est de regarder souvent des critères, mais limités. Mais la santé n'étant pas non seulement linéaire, mais qui est la culmination de ô combien de variables chez un individu. OK, je regarde, je sais pas, telle articulation, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce que la personne mange? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que la personne vit dans ses relations, travail personnel, etc.? Est-ce qu'on sait à quel environnement il est soumis? Est-ce qu'on... Tu sais, 3 petits points sur soit juste ce qui est dans les nouvelles en ce moment, l'arsenic dans l'air en Abitibi, là, tu sais, je veux pas être plate, mais s'il y a quelque chose de fondamental, c'est ça. Mais là, on en parle parce qu'il y a un cas. Mais il y a quelques années, c'était la poussière rouge à Limoilou, à Québec. Puis à d'autres, on nous parle, il y a quelques personnes qui vont parler des microparticules au centre-ville, mais ça n'empêche pas des gens d'aller faire du jogging sur le boulevard René-Lévesque à Montréal.
Allô? Il y a un problème, là, tu sais. Exact. Tu sais, puis c'est ça qui devient l'art, justement, clinique de thérapeutique que des fois on a délaissé, c'est qu'on essaie de refaire la même chose sur tout le monde, puis on voudrait que ça donne le même résultat, mais c'est plus complexe que ça. Fait que je pense que doucement, les gens, aussi les thérapeutes, soit tôt ou tard, qui sont butés à certaines limitations, ben ouvrent un peu leurs horizons pour aller apprendre. C'est ce qu'il faut. Et puis moi, je suis un grand tenant de la santé intégrative, du décloisonnement. Je suis un petit peu en porte-à-faux avec tout ce qui se monte dans le monde politique, où on va de plus en plus vers des actes protégés. Ma pratique à moi de thérapeute, je suis pharmacien fondamentalement, mais je suis un mille-pattes, j'ai touché à tout. Alors, dans ma pratique, quand je vois quelqu'un, c'est clair, je parle pas juste médicaments, là. Je parle d'alimentation, je parle pas du naturel, je parle d'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça date de quand? Pourquoi? T'sais? Puis là, j'essaie de trouver des stratégies qui appartiennent à la personne, c'est elle qui les met en œuvre. Je dis souvent que moi, je travaille pas, c'est la personne qui travaille. À part avec mes idées, puis elle les intègre du mieux qu'elle peut, puis on se revoit, puis on peaufine. Mais il faut décloisonner. On ne peut pas être le spécialiste du gros orteil comme en médecine, parce que ça marche pas. Je comprends bien. Puis merci de faire cette académie-là et tous ces cours-là pour justement outiller les gens, autant à la maison que dans leur pratique, comme je disais, puis ça nous mène un peu au sujet. Donc, je veux qu'on développe un petit peu aujourd'hui. Je me demandais, quand tu as accepté mon invitation, j'ai dit, OK, de quoi on pourrait parler ensemble? Je suis chiropraticien, là, j'ai vu volet de douleurs articulaires dans les cours qui étaient là, arthrose, arthrite, puis j'ai dit, écoute, on va aller voir ça. C'est quelque chose quand même qui est de long en large. Ah oui, t'es allé prendre le go. Wow, bravo, merci. Ben oui, j'ai dit, écoute, je vais aller m'inspirer en même temps. Puis j'étais curieux de voir, j'ai été non seulement étonné par la qualité du contenu de cours, toutes les références et tout. Puis j'ai appris beaucoup de choses, malgré que c'est un sujet qui, au quotidien, je nage là-dedans, à journée longue et à semaine longue. Puis j'ai adoré le volet, comme on discutait avant l'entrevue, du volet arthrose. Puis c'est ça que je veux qu'on développe un petit peu, qu'on décortique. Là, c'est quelque chose qui est hyper fréquent, hyper prévalent dans la population, mais encore plus dans la population. Si tout le monde n'est pas en train de se faire remplacer une hanche ou un genou en ce moment. Exactement. Puis encore plus, comme tu disais, aux États-Unis, parce qu'eux autres, le syndrome métabolique et compagnie, mais j'aimerais ça qu'on démystifie ensemble, là, j'aimerais ça qu'on parle de douleurs articulaires, plus spécifiquement en lien avec l'arthrose. Donc, on parle souvent d'usure versus ce que tu parlais dans la formation, c'est le volet de syndrome métabolique ou de désordre métabolique. Commençons par le début. C'est vrai que l'arthrose a une composante d'usure, mais ce n'est pas la cause fondamentale. Dans certains cas, j'ai eu un client, là, il s'est fait remplacer une articulation parce qu'il a une jambe 1 pouce plus courte. Puis toute sa vie, il a compensé, fait qu'il y a une des deux hanches qui a mangé la claque. OK, ça j'admets. Mais pour la grande majorité du monde, ils ont un surplus de poids, ou s'ils n'ont pas de surplus de poids, ils ont un problème métabolique parce que le pourcentage de gras est plus élevé, même s'ils sont gros comme ça. Puis on parle du syndrome métabolique. C'est une façon de caractériser votre corps est en train de stresser parce que il y a de la misère à gérer tous les glucides que vous avez mangés. Glucides, c'est quoi? C'est sucre, mais c'est aussi amidon, féculent, pain, pâtes, patates, riz, ce qui est la base de l'alimentation, puis qui devrait pas nécessairement l'être. Mettons ça comme ça. Alors, au fil des années, puis rajouter toutes les boissons gazeuses et toutes les horreurs qu'on peut vendre dans le néfaste food, le corps travaille fort, puis il se ramasse à un moment donné qu'il n'est plus capable de le gérer. Alors, il se ramasse qu'il y a trop de sucre partout, et si on prend l'exemple des articulations, il y a une accumulation de ce qu'on va appeler en français glycotoxines, ou les métabolites glyqués, donc des structures du corps sur lesquelles se colle une molécule de sucre. Ça change toute la structure. On trouve ce phénomène-là dans plein de pathologies. Tu sais, les neuropathies diabétiques, c'est carrément ça. Le nerf est affecté parce qu'il y a du sucre qui rentre, puis les structures qui devraient fonctionner sont jamais dans le sucre. Alors, c'est la même chose dans l'articulation. Et le corps développe deux choses. Il va développer des récepteurs à ces molécules-là, donc AGE, Advanced Glycated End Product, donc les métabolites glyqués finaux, dont je parle, qui sont collés à du sucre. Alors, il y a des récepteurs, j'aime bien l'acronyme RAGE, ça marche. Et l'autre côté, c'est qu'une fois qu'il a développé ces récepteurs-là, il y a des cellules qui arrivent pour dégrader tout ça dans le but de le recycler. On est fait pour se réparer. Ça, c'est la première étape. Alors, ça, c'est correct, mais il faut comprendre que ce phénomène-là se perpétue dans le temps pour plusieurs raisons. La première, on continue à manger mal.
2, le cartilage est une structure du corps qui n'est pas vascularisée. Il n'y a pas de vaisseau sanguin là-dedans. Donc, il est automatiquement nourri par le reste. Le mouvement de ton articulation, ça, c'est ce que tu connais dans ta pratique. Combien de manipulations tu fais? C'est juste ça, c'est redonner de l'air. Enfin, excusez, pas de l'air, mais de l'espace pour que le mouvement des liquides se fasse et le cartilage se nourrisse parce qu'il est nourri par le liquide synovial qui est le lubrifiant à l'intérieur de l'articulation. OK, ça vient de me dire quelque chose. Si je fais plus d'activité physique, j'ai une amélioration de mon cartilage parce que je bouge plus. Puis là, on dit, il est usé, il fait mal. Ouais, mais on voit dans les études que le simple fait de bouger plus va améliorer l'arthrose. Ah, bon. Le simple fait de perdre du poids améliore l'arthrose. Mais on se dit, ah oui, c'est normal, on diminue la pression sur les genoux et les hanches. Ouais, mais pourquoi ça change les doigts? L'arthrose digitale va réagir de la même façon. C'est comme, ah bon, je marche pas sur les mains pourtant. Fait il y a des concepts, tu fais comme, c'est pas juste le poids, c'est le fait de perdre du poids parce que je change la dynamique métabolique et là, mon corps commence à faire, hey, j'ai moins de toxines glycosylées, de sucre, et donc j'ai moins de travail à faire à dégrader, je peux mettre plus de travail à réparer. L'autre phénomène qui a été trouvé quelque part dans les années 80, c'est le problème d'irrigation. J'ai parlé que le cartilage, il est nourri par le liquide synovial, le lubrifiant d'articulation. Ça va jusque-là. Mais il est aussi nourri par l'os, parce qu'il est fondamentalement un tissu qui pousse à partir de l'os. Alors, à l'intérieur de l'os, il y a une circulation, il y a des vaisseaux sanguins. Nos os, c'est pas des cailloux, là. C'est des tissus vivants. Et il se passe que les mêmes phénomènes vont altérer la circulation sous-chondrale, en dessous du cartilage, dans l'os, et faire en sorte qu'il y a des microcaillots, il y a des capillaires, les vaisseaux sanguins épaississent, tous des phénomènes reliés à la résistance à l'insuline, donc au syndrome métabolique, au fait de manger trop de glucides. Et donc, mon autre véhicule de nutrition qui passe par l'os est altéré lui aussi. Fait que là, on comprend que, j'ai un phénomène de dégradation plus grande à cause des glycotoxines, j'ai un phénomène de nutrition du tissu moins important parce que moins de mouvement, ça fait mal l'articulation, le liquide synovial. Puis un troisième phénomène, le tissu est mal nourri parce que la circulation sanguine est déficiente en dessous. Tu comprends-tu que le tissu, il crie famine? Fait que là, il commence à s'éroder parce que j'ai de la misère à le nourrir, puis je le dégrade plus vite. Et paradoxalement, si tu vas dans certaines études, tu vas constater que des gens qui font de l'arthrose génèrent du cartilage plus vite que tout le monde. Comment ça marche, ça? Ben, il est tellement mal nourri qu'il est plus fragile. Fait qu'il se dégrade plus vite et tu te ramasses avec une évolution dans le temps où d'un cartilage en santé, tu te ramasses avec un cartilage de plus en plus faible, une réaction du corps où il y a des excroissances osseuses, les ostéophytes, et à un moment donné, ben, c'est deux bouts d'os qui frottent l'un sur l'autre, puis là, ben, c'est l'heure du remplacement. Dieu merci, on peut le faire, mais ça serait le fun de ne pas se rendre. Exact. Hein? Exact. Puis c'est cette explication-là de justement de désordre métabolique, je trouve que ça devient intéressant. C'est sûr, si on est rendu en grade 5, c'est certain que là, justement, le volet, on peut faire le remplacement et tout, mais avant de se rendre là, il y a une panoplie de signes et symptômes. Avant même des fois que ce soit au niveau visible, radiographiquement parlant. Absolument d'accord. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. Puis, comme tu dis, il y a le volet métabolique, là, ça fait un cercle vicieux. Le volet mécanique, mais après ça, tu as le volet, justement, d'inflammation et tout. Souvent, quand tu parles aux personnes d'un certain âge, puis là, je parle pas de 80, là, ils vont dire, ben, je peux pas faire d'activité physique parce que ça fait mal. Fait que là, tu es pris dans un cercle vicieux, il reste assis sur le derrière parce que ça fait mal. Plutôt que de commencer à faire les mouvements qu'ils peuvent faire dans le but d'améliorer la mobilité et éventuellement d'être plus fonctionnel. Mais ce cercle vicieux-là, puis on le voit en CHSLD, entre autres, où des personnes en finissent à ne plus jamais se lever de leur chaise. On associe ça au vieillissement. Ben, écoute, études cliniques à l'appui, on a fait un protocole d'exercice, uniquement d'exercice, chez des vieux passés 80, des vieux hommes, qui avaient de la misère à se lever de leur chaise. On leur a fait faire des exercices de musculation des jambes. Dans quelques semaines, ces gens-là se levaient comme des jeunes hommes, ils étaient beaucoup plus droits, puis marchaient mieux. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas magique. Là. On a juste entretenu une machine et permis à la machine de se réparer. À l'opposé, notre société fait « Pauvre vieux, il est plus capable de se lever, je vais y acheter une chaise qui le lève à sa place. » Ben ça, c'est un ticket direct pour la chaise roulante. Ouais. Exact. Puis tu sais, je crois que c'est beaucoup de méconnaissance, etc. Mais justement, tu sais, de comprendre la portion non seulement biomécanique de la chose, du mouvement, mais la portion métabolique, l'inflammation, l'effet anti-inflammatoire, l'effet sur l'insuline également, la sensibilité à l'insuline du mouvement, mais des fois juste le
reconditionnement même neurologique de la chose. Fait que j'adore que tu nous mettes des études à l'appui en plus. J'essaye. Puis c'est ça qui devient intéressant. Puis tu sais, ça devient, OK, une fois qu'on comprend ça, ça nous dit qu'on peut faire quelque chose aussi, idéalement le plus tôt possible. Tu sais, la clé est toujours de prévenir versus de guérir, mais encore, on va pas nécessairement renverser un processus qui, si on est rendu au remplacement, des fois, c'est difficile. Tu tombes dans une notion qu'on va appeler de fonctionnel. Alors, il y a des états qui sont encore fonctionnels. Ils marchent mal, mais ils fonctionnent. Puis tu as des états lésionnels. Ils sont brisés, il y a une lésion. Alors, le cas de l'arthrose est patent pour ça parce que jusqu'à un certain moment, c'est fonctionnel ton affaire. Tu peux travailler, tu peux renverser. On change le métabolisme, on fait des exercices, on prend quelques suppléments, on change le niveau d'inflammation, de résistance à l'insuline et hop, la douleur s'en va, la fonctionnalité revient, puis les gens sont comme neufs. Par contre, à un certain stade, ben là, c'est brisé. Fait qu'il y a une limite à ce que je peux faire. Je suis plus capable. Là. Et là, c'est le rôle de la médecine. Là, c'est le rôle du chirurgien. Parce que on veut retrouver une qualité de vie. Ça n'empêche pas tout le reste. Mais je peux pas promettre que quelqu'un qui est à niveau 5 de l'échelle Calgan-Lawrence va t'arriver avec demain matin, je marche comme un jeune homme. Non. Mais on peut diminuer la douleur, augmenter la fonctionnalité. Puis si on passe à l'opération, ben au moins les autres articulations vont revenir. Exact. Puis c'est ça qui devient intéressant, autant pour les gens à la maison qui nous écoutent, qui se sont fait dire, j'ai de l'arthrose. J'arrive souvent des patients qui me disent, oui, je suis allé voir mon médecin, je suis allé voir telle personne, puis, il me dit, j'ai de l'arthrose, c'est pour ça que j'ai mal. Mais ça, souvent, je vois des gens avec plein d'arthrose, aucune douleur, tu sais. 80% des gens à la radiologie ont des traces d'arthrose ou de lésions articulaires. Pas 80% qui a des douleurs. Là. Non. Et moi, ce que je dis à mes patients, c'est que la douleur, c'est la réaction du corps au phénomène. C'est pas l'arthrose qui fait mal. C'est le spasme musculaire, c'est tout le reste, c'est l'inflammation. L'arthrose comme telle, ça fait pas mal. Les gens font quoi? Le mal de dos, c'est quoi? C'est un réflexe protecteur. C'est pas parce que tu as une lésion dans le dos que tu as mal, c'est parce que tu as un maudit spasme autour. Puis ça fait mal. Ça, c'est ton domaine, c'est pas le mien. Là, mais non, mais je comprends. C'est tellement vrai dans le sens, tu sais, puis il y a plusieurs facteurs de risque, évidemment, puis c'est vrai que ça devient intéressant parce que avant de tomber dans, OK, là, la prochaine question pour toi, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire quand on est aux prises justement avec l'arthrose ou des douleurs associées articulaires à l'arthrose? Si on considère les facteurs de risque, on a parlé du fameux syndrome métabolique versus le poids qui est différent parce que le poids, évidemment, comme on disait, amène une charge mécanique, surtout que l'arthrose, souvent les articulations autoportantes. Mais au-delà de là, syndrome métabolique est aussi un facteur de risque. C'est important de distinguer les deux. Là. C'est ça. Si tu veux, ce qu'on peut faire, outre dire, une des choses que je dis aux gens qui ont mal quelque part, c'est va avoir des mains compétentes. Parce que je veux pas m'embarquer dans qui et quoi dans ça, mais bon, des mains compétentes. Mais changer ton alimentation, OK? Couper le plus possible des aliments transformés, ce que moi j'appelle le néfaste food. Ce qui ressemble pas à quelque chose qui pousse dans un arbre ou sur terre, là, c'est déjà transformé. Exemple, la farine blanche, ça n'a rien à voir avec le blé, là. Ça a été transformé, ça a été blanchi avec des substances toxiques, littéralement, pour avoir un beau produit stable qui bouge pas. Puis après ça, on me dit que c'est bon pour la santé. Mais bon, première chose, regarde ce que tu manges. Es-tu capable de réduire la quantité de glucides, surtout de produits transformés? Ça, c'est la première chose. Y a-t-il moyen de comprendre ce qui est dans mon assiette, puis pas juste avec je mange des affaires parce que tel nutriment dedans. Il y a une notion d'aliment complet. On tombe dans une espèce de discours un peu plus flou, mais c'est beaucoup plus intéressant de dire combien de légumes que tu manges, es-tu capable de compter tes glucides, savoir combien tu en manges pour les réduire. Est-ce que tu manges assez de protéines? Parce qu'on se rebâtit avec des protéines. Quelles sont tes sources de protéines? Est-ce que tu es pris dans un carcan idéologique au niveau alimentaire ou tu es ouvert à d'autres choses? C'est toutes des questions qu'on pose où on commence. Tu remarques, j'ai pas parlé de quel carcan ici, là, de plusieurs, puis tu as compris. Une fois qu'on a sorti de là, puis on fait, OK, les gestes pour toi, ça au niveau alimentaire, faut que tu comprennes ce qui est dans ton assiette. Ensuite, quels sont les gestes ou les produits que je peux prendre pour réduire l'inflammation? Alors, tu as parlé de facteurs de risque. Est-ce que ton environnement est propice à la santé ou à la maladie? Est-ce que tu subis un stress impossible? Tu sais, je vais faire un pitch publicitaire, là. Mon livre, Bon stress, bad stress, je ne suis pas psychologue, OK? Je suis autant psychologue que Lucie dans Charlie Brown, mais j'aborde la réalité organique du stress, comment je peux être en meilleur état, puis les douleurs articulaires peuvent être fonction du stress.
Exemple, ton ergonomie au bureau, la pression que tu subis. Si tu as mal dans le dos, puis à tout bout de champ, tu dis j'en ai plein le dos, telle affaire, fais donc des liens, là. Hein? C'est pas moi qui va les faire, mais tu peux les faire. Et là, ça, c'est un autre aspect. Est-ce que ton environnement, ta situation, tes interactions t'amènent dans un état de stress difficile à supporter? Es-tu capable de faire des correctifs ou aller chercher de l'aide? Ton alimentation, est-ce qu'il y a des aliments anti-inflammatoires? Les légumes colorés, le poisson gras. Il y a toutes sortes de choses qui sont des aliments anti-inflammatoires et il y a des aliments pro-inflammatoires. On peut les catégoriser rapidement en parlant des huiles oméga 6 et puis ça, c'est toutes les huiles industrielles. Et tout ce qui est transformé, le néfaste food. La collation la plus idéale santé, là, hein, je vais être méchant en 2 minutes, là, la plus idéale, tu sors du dépanneur avec une boisson gazeuse et un sac de chips. C'est extraordinaire ton corps. Alors, allez à côté d'un dépanneur ou d'une station-service et regardez le nombre de monde qui sort avec ça. Je sais pas, il y a une notion socio-économique, là, c'est clair, mais elle n'est pas exclusivement socio-économique. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les correctifs? C'est clair que je peux te donner un anti-inflammatoire. Ça va soulager. Ça change quelque chose? À long terme, rien. À court terme, oui. Fait que c'est une solution utile pour pallier la douleur. Fine. Maintenant, est-ce que la glycosamine, ça fonctionne? Alors, tu vas lire des auteurs qui disent non, des auteurs qui disent oui, sauf que très souvent, les auteurs font, puis je parle autant de médecins, parce que ça, je donne un cours en physiothérapie, c'est tellement drôle, parce que le médecin, c'est le directeur qui m'engage, il a toujours un sourire dans le coin parce qu'il vient écouter mes cours, puis il dit, sais-tu que tu dis le contraire de un tel? Je dis, oui, mais regarde, puis je sais que tu as des références, puis je dis que puis les étudiants vont être confus. Mais la glycosamine, le problème, c'est qu'on fait des généralisations. Puis là, on revient à ce qu'on parlait tantôt, le fameux evidence-based. À un moment donné, il faut être plus intelligent que prendre la dernière étude qui dit c'est pas bon, puis aller plus loin que ça. Alors, glucosamine, il y en a 2 sur le marché. Il y a le sulfate et l'hydrochlorure. Alors, c'est glucosamine sulfate, glucosamine HCl. Mais le HCl, je cherche encore une étude où ça marche. Puis, quand tu prends, puis je suis pas tout seul à le dire, il y a une couple de revues, entre autres par un médecin belge qui s'appelle Jean-Yves Réginster, qui a écrit plusieurs affaires, qui est sur toutes sortes de comités internationaux, qui a fait des très belles études sur la glucosamine. Puis, dans un des papiers dans lequel il participe, ils ont colligé les informations sur les différents produits. Puis, dans le cours que tu as suivi, le tableau, il est là. Puis on sait le tableau de 2009. Il y en a un nouveau, mais ils n'ont pas fait de tableau, fait que c'est plus difficile, mais les informations sont les mêmes. Et on s'aperçoit que si tu regardes la puissance de l'effet, la glucosamine, c'est plus efficace quand c'est un sulfate que la plupart des anti-inflammatoires. Oh boy! Sauf que ça prend 2 semaines à faire effet. Et le HCl, ça marche pas. Fait que c'est sûr que c'est un auteur qui prend glucosamine puis qui se pose pas de questions, ben ça marche pas. Mais si il fait la distinction entre les 2 substances, ben là j'ai un effet. Puis la deuxième étape, c'est est-ce que je peux combiner des trucs? Là tu tombes dans des synergies, glucosamine, chondroïtine, oméga 3, ce qui est à la mode en ce moment, l'extrait de coquille d'œuf, hein, de membrane d'œuf, qui est très intéressant. Il y a plein de choses comme ça où on peut trouver certains ingrédients, surtout en combinaison, qui vont m'aider à améliorer. Mais ça, si j'ai pas fait le début, ça va donner des résultats, mais décevants. Exact. Puis, tu sais, on veut pas devenir, des fois, même, ne serait-ce que ça devienne, on devient dépendant d'un supplément pour bien fonctionner. Mais au-delà de là, ce que j'explique souvent aux patients, j'utilise beaucoup de produits pour aider ça aussi en clinique, mais prendre un supplément, ça remplace pas la base, la fondation. T'sais. Non, c'est clair. C'est comme essayer de construire, je sais pas où j'avais vu ça, cette analogie-là, mais une maison avec des morceaux de bois qu'on trouve à terre, mais des clous en or. C'est faut que la base soit là. Puis après ça, on peut venir optimiser avec d'autres choses, parce que sinon, si votre désordre articulaire devient de votre inflammation qui vient de votre alimentation, du gros d'un stresseur émotionnel ou d'un stresseur ergonomique, le supplément là va faire son possible, mais ça risque de peut-être pas fonctionner ou autant que ça pourrait. C'est la même chose du thérapeute, tu sais. Si moi j'ai mal quelque part, j'ai mal à une articulation, je vais voir mon chiro qui me fait ce qu'il a à faire, puis ça va mieux. Puis 2 jours plus tard, ça recommence. Exact. Peut-être que j'ai quelque chose à me dire. Il est là pour m'aider,
Mais j'ai un travail à faire sur moi-même Mhm. pour identifier les facteurs aggravants, puis prendre une attitude un petit peu détachée pour dire, OK, le problème, ça se peut qu'il soit là. J'ai pas le goût. Non, ça se peut qu'il soit là pareil, là, tu sais. C'est comme, j'ai pas le goût d'enlever mon dessert. Pose-toi les questions, là, tu sais. Exact. Puis c'est pour ça que des fois, je trouve ça super intéressant qu'on discute de ça, autant pour les gens à la maison, les patients, que pour les praticiens. Parce que si le praticien pose pas cette question-là, justement, c'est quoi ta position de travail? Est-ce que tu vis du stress? Qu'est-ce que tu manges, ne serait-ce que dans les derniers jours, dans les derniers repas? Puis si le praticien oublie de les poser ou les pose pas, je veux que le patient aussi soit conscient que tout ça a un impact. S'il dit ah ouais là, je vais voir mon thérapeute puis ça se règle pas vraiment, ben attends une minute, là, j'ai-tu quelque chose à faire de mon côté, tu sais, versus juste me présenter à mon rendez-vous puis retourner dans mon pattern autant au niveau alimentaire qu'économique que stress. C'est ça, tu touches du doigt une notion fondamentale que j'ai abordée qui s'appelle le décloisonnement. Ici ou la santé intégrative. Ici au Québec, avec la structure des ordres professionnels, on a une vision en silo. Une profession, c'est ça, tes actes protégés, c'est ça, puis that's it. En dehors de ça, si quelqu'un fait tes actes en dehors de ton ordre, c'est un criminel. Puis si toi, dans ton ordre, tu fais un acte à côté du tien, t'as pas le droit, à un moment donné, il va falloir que ça éclate, cette affaire-là. Que ça, à tout le moins, ça s'assouplisse. Parce que les questions que tu viens de poser là sont légitimes de tous les professionnels. J'ai pas le coffre à outils pour te parler d'ergonomie, mais c'est mon devoir comme professionnel de te poser des questions, puis de t'amener comme consommateur ou comme patient à aller, ben ça se peut que ma position de travail soit mauvaise. Il y a des gens qui vont t'aider. Moi, je suis pas capable, sauf te donner des grands principes, mais je dois être capable de poser ces questions-là puis d'aider mon monde à aller ailleurs. Puis ça, en ce moment, la philosophie qu'on a au niveau structure légale au Québec n'encourage pas ça. C'est ça qui est plat. Par contre, il y a des écoles de pensée qui se développent dans tous les ordres de demander, on peut-tu éclater ça puis aller plus loin? Ça s'appelle la santé intégrative, ça s'appelle les soins machins, ça s'en vient. Et moi, je suis un tenant de ça, tu sais, je trouve ça super important que chaque professionnel devienne pluripotentiel, mettons. Ben, je comprends bien, puis c'est parce que si on se limite à une chose, chaque autre élément, la santé étant justement multifactorielle, c'est difficile si on a un acte réservé sur une chose, de pas aborder les autres parce que, je sais pas, je peux travailler sur la nutrition tant que je veux, mais si, je sais pas, moi, le volet système nerveux où on parlait tantôt de l'acide chlorhydrique qui est pas approprié ou il y a une problématique là-dessus, ben là, ça va jouer sur peu importe ce que je peux faire, surtout dans les cas où on se bute à un mur. Les cas où est-ce que il n'y a pas d'amélioration malgré ce qu'on fait tout textbook selon nos actes réservés, ben des fois, il faut considérer justement soit d'élargir les horizons, mais c'est que des fois, le problème avec ça, c'est qu'il faudrait que la personne voit 8 personnes en même temps. Je suis prêt pour l'utilisation de différents professionnels, mais c'est que des fois, ça devient complexe, surtout si on se limite à « je peux pas faire ça, je vais me faire taper ses doigts ». Puis il est difficile aussi dans le contexte actuel où il y a une médecine qui est remboursée et pas les autres. C'est un contexte particulier, mais en même temps, on assiste à quelque chose qui commence avec l'Internet, qui s'appelle la démocratisation de l'information. C'est clair que pour beaucoup de professionnels, Google, c'est l'ennemi. Parce que Dr Google, les gens vont le voir, font comme « Ah, j'ai le cancer, je vais mourir demain matin. » À l'opposé, moi, j'adore ça. Pour une raison. Quand les gens vont faire Dr Google, puis sortent de là avec plein d'explications, ben là, mon rôle est tellement plus facilité parce que j'ai plus besoin d'expliquer la base, j'ai besoin de faire du ménage. Alors, ils ont fait des devoirs, puis ils sont arrivés, « Hey, je vais mourir! » Non, wow. Ça veut dire cette là. Ça veut dire ça. Ce qui est important, c'est ça. Alors, c'est clair que mon rôle de professionnel de la santé me donne une espèce d'ascendant parce que j'ai une compréhension, Dieu merci, dans mon cas, plus large. J'espère que tous les professionnels ont cette tendance-là à élargir, mais je peux surtout débâtir des choses et rebâtir à partir d'une fondation parce que l'information est rendue là. Et c'est là que ça devient intéressant. Vraiment, puis c'est ça qui devient intéressant aussi pour le patient, pour l'individu qui vient nous voir. On peut faire du ménage là-dessus, mais moi je suis même enchanté quand les gens ont pris le temps de faire des recherches, peu importe si ça les a amenés dans une paranoïa ou autre. On fait juste non seulement les rassurer, faire le tri, qu'est-ce qui s'applique à vous, qu'est-ce qui s'applique pas du tout. Exactement. Ça me témoigne déjà d'une implication, d'un engagement dans le processus de la personne. Puis je trouve que Internet
va transcender un petit peu des fois peut-être la problématique qu'on a ici avec les actes réservés et tout. Des fois, on peut regarder une vidéo sur YouTube si on est moindrement on veut chercher des trucs, puis on peut apprendre beaucoup de choses, puis faire comme écoute en parler à notre praticien. Tu sais. Dans une des formations que j'ai suivies universitaire, OK? Récemment, le pharmacien, qui est un spécialiste de son domaine, blabla, nous parle. Écoute, c'est normal d'aller sur Google. Pardon? Dis même moi, là, dans mon domaine, je vais voir sur PubMed, Google, des affaires que je connais pas. Il est le spécialiste de son domaine, puis il me dit ça. Fait que ça valide ma démarche, parce que quand j'ai un client, moi, je prépare d'avance, puis c'est clair que quand il me sort un diagnostic que je connais pas, je vais le chercher, je tombe sur Merck Manual, blabla. Ah, OK, c'est ça que ça veut dire, puis là, je fais des liens dans ma tête, parce que j'ai une formation. Mais au moins, j'ai une banque d'infos qui est là, puis moi, je peux faire des liens. Mais mon client, s'il a déjà fait une partie du travail, ben, tu parles d'engagement, ben voilà, c'est le mot magique. Tu t'engages dans ta propre santé pour trouver tes outils. Donc, c'est l'individualité de la personne et trouver les bonnes réponses à cette personne-là, parce que les réponses tout faites, ça n'existe pas. Exact. C'est vraiment un partenariat, c'est le mot-clé ici. Puis autant, je trouve que ce qui fait la marque d'un bon praticien, c'est justement de garder une curiosité, des horizons ouverts pour justement toujours se former. Je t'entends dire, écoute, j'étais dans une formation universitaire récemment. Écoute, pour moi, c'est super important de continuer constamment parce que ça change de puis c'est impossible de tout savoir. T'sais. Non, mais ça, c'est la première chose, puis c'est pas d'hier, hein, c'est Socrate qui dit ça. Le savoir que tu ne sais pas, c'est le début de la sagesse. Ben, quand j'ai dit tantôt, en sortant de l'école, c'est le début de l'apprentissage. Exact. Écoute, ça fait 40 ans que je suis sorti de l'école, puis j'apprends tous les jours. Tous les matins, j'ouvre mes newsletters, j'en reçois 3-4, puis là, je scanne, ça m'intéresse. Ah ouais, telle affaire. Je vais le parquer dans mes affaires, puis je bâtis une base de données, mais je nourris mon esprit, puis là, je peux faire des liens intelligents entre différentes choses. Mais tous les jours, je fais quelque chose. Puis tu sais, on devient les meilleurs guides pour les gens qui viennent nous voir également, dans la même optique de partenariat, dans le sens où, comme on dit, des fois, les gens nous amènent un paquet d'affaires. Nous, c'est notre job, c'est avec l'intégration et toutes les connaissances qu'on a, c'est d'interpréter cette information-là ou de décoder ce que la personne nous dit en son langage ou avec son corps, peu importe, pour voir qu'est-ce qui s'applique spécifiquement à cet individu-là, ou du moins où est la priorité. Comme on disait tout à l'heure, cette inflammation-là ou cette problématique-là articulaire, qui est un désordre métabolique, elle vient de où? Souvent, c'est multifactoriel, mais nous, notre job, on dit ça de même, c'est d'aller identifier où sont les dominantes. Est-ce que finalement, ta posture est terrible ou est-ce que tu as plein de vieilles blessures qui ont mal été traitées dans ta carrière d'athlète? 3 petits points où c'est carrément que tu manges vraiment pas super bien, ou toutes ces réponses. Souvent, c'est toutes ces réponses qui sont là, parce que tu n'as pas besoin d'être un athlète pour avoir des blessures. Tu sais, moi, je dis souvent que je ne crois pas à la santé parfaite, parce qu'on a tous un historique, puis plus tu avances en âge, plus ton historique est gros. Des historiques de blessures, des historiques métaboliques, des caractéristiques, des antécédents familiaux. On traîne tout un bagage. La santé parfaite est un magazine. Elle n'existe pas. Exact. Puis tu sais, c'est ça qui est super intéressant en ayant ces horizons-là et toutes ces connaissances-là aussi. Autant pour les gens, ça leur donne des outils, du moins des pistes sur lesquelles travailler. Tout d'abord, s'ils sont aux prises avec une condition. Mais ça revient que le professionnel va vous aider à identifier ou le concept d'individualité, tu sais, comme je répète, le volet... c'est fou ce qu'on répète, hein? Ben, c'est normal, je pense, la répétition. Moi, personnellement, je prends beaucoup par répétition. Oui. Et, tu sais, je dirais... Pour les gens à la maison, comme on disait, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a de l'arthrose ou on a un diagnostic de douleur articulaire ou autre? Tout d'abord, c'est de consulter un professionnel. Comme on disait, il y a plusieurs avenues au niveau mécanique, chiropraticien. Tu sais, je suis pas là pour prêcher pour une école de pensée ou une autre. Moi, c'est pour ça que je parle de main compétente. Ouais. Il y a toute la santé métabolique. Il y a l'inflammation, elle vient d'où et quoi. Tu sais, puis souvent, on va aller vers la solution simple. Alors, un professionnel, manuel, il va régler mon mal de dos. Ouais. Ça dure le temps que ça dure. Si t'as pas corrigé, t'as pas compris que un mouvement en torsion, quand tu regardes pas dans la direction où tu vas, t'as un problème de dos éventuellement. Ça, c'était un apprentissage dans ma vie, là, tu sais, corder du bois puis regarder du mauvais bord. Puis à un moment donné, il y a un ostéopathe qui m'a dit, ma clinique est pleine au retour des snowbirds.
J'ai dit pourquoi? Parce qu'ils font toute la même affaire. Ils prennent la valise d'un bar, puis ils regardent l'autre bar, puis ils tirent. Mouvement en torsion, tu regardes pas dans le bon sens. Regarde ta valise, chérie. Bon, ceci étant dit, hein, on a tout un parcours à développer, mais là où je veux venir, c'est solution facile. En ce moment, la solution facile, la plus à la mode en ce moment, c'est le collagène. Fait que là, tu as des gens qui disent, ça marche pas? Ça marche. OK, allons-y. En termes de recherche, oui, le collagène hydrolysé, qu'il soit bovin ou de poisson, c'est utile pour nourrir l'articulation, donc augmenter la réparation, autant au niveau synovial, un peu comme la glucosamine, que la structure du cartilage. Fondamentalement, parce que je donne des bons acides aminés, j'en donne suffisamment pour passer par-dessus certains blocages. Et donc, j'ai des études cliniques super intéressantes sur les douleurs articulaires avec du collagène. Par contre, pas avec 3 mg écart dans une soupe de toutes sortes d'affaires. Ce que les Anglais appellent kitchen sink formula, où je mets tout dans la pilule, ça marche pas. C'est 10 grammes, 10 000 milligrammes. Mais encore là, est-ce que ça gère mon inflammation? Est-ce que ça gère ma posture? Est-ce que ça gère mon stress? Est-ce que ça gère l'usure depuis 40 ans? Pas sûr. Est-ce que ça soulage? Souvent, oui. Est-ce que c'est rapide? Non. Ça prend des semaines avant de fonctionner. On parle de 6 semaines faciles. Mais en même temps, c'est un axe sur la palette de trucs que je devrais au moins envisager. Est-ce que je peux changer mon alimentation? Est-ce que mes activités physiques peuvent être... Exemple, je suis un jeune homme, mettons dans la quarantaine, mon sport, je joue au hockey avec mes chums 2 fois par semaine, mais je me blesse tout le temps. Peut-être que tu devrais soit regarder à faire d'autres formes de sport moins violentes que le hockey, ou t'entraîner pour être en forme quand tu fais du hockey, parce que c'est très intense. Tu peux pas faire ça une fois de temps en temps, puis t'attendre à ce que ton corps qui est assis devant un ordinateur toute la journée soit en même état que quand tu avais 20 ans. Tu mentionnais ça dans le fameux cours qui disait quand on avance en âge, il faut devenir plus intelligent. Yes! Puis tu sais, c'est le classique là, du weekend warrior un petit peu, tu sais, pour ne pas avoir de meilleur nom en français, mais ça pour dire que la fin de semaine, on arrive puis on se donne à 100% parce qu'on a la mémoire aussi de notre performance de sport et tout, mais tout le reste de la semaine, on est assis dans d'autres positions. Le corps, ça devient un gros stresseur. Fait que des fois, ce sport-là devient un trop gros stress. T'sais, on parlait du stress autant au niveau physiologique, cortisol, adrénaline, etc., l'effet que ça peut avoir sur les tissus, mais mécaniquement, puis si tu dors 6 heures par nuit parce que tu as des enfants en bas âge, à un moment donné, il y a un effet, ça peut pas fonctionner. C'est beaucoup dans certains cas. Ouais, c'est ça. Exact. J'en ai eu moi aussi. Bon, donc, c'est certain que si ces individus-là se présentent chez leur, peu importe leur praticien, leur chiro, physio, ostéo, masso, puis ça se règle pas, ben, je veux que les gens à la maison qui retiennent ce message-là, qu'il y a une panoplie d'autres sphères qu'il faut comprendre, qui peuvent affecter la récurrence d'une condition, faire juste qu'on se blesse et ça revient pas. Si on reprend le même exemple là, de ton guerrier de fin de semaine, traduction littérale, voilà. Ou mon joueur de hockey avec sa gang de chums, une des choses qu'on peut faire dans tous les outils, c'est d'avoir quotidiennement des exercices de renforcement, de stabilisation des articulations, de motricité, peu importe, là, toute une collection. C'est pas juste des poids et haltères, c'est plein d'affaires qui vont renforcer les structures dont j'ai besoin pour le sport qui me fait plaisir. Ah, ça c'est quelque chose que les gens sont sont pas tout à fait prêts à faire. C'est un peu comme travailler sur ton terrain, ça peut être un sport extrême. Hein, quand tu t'appelles la pioche, la brouette, là, je me suis déconcrissé le dos une couple de fois, merci. Mais pour moi, c'est un plaisir. Fait qu'est-ce que j'ai appris dans le processus au fil des ans, c'est que regarde, c'est comme un sport. Qu'est-ce que tu fais? Tu te réchauffes avant. Donc, avec ta pelle puis ta terre, tu ne feras pas une grosse pelletée la première fois. Tu te réchauffes avant, comme pour un sport. Puis là, je fais des affaires. Puis moi, j'adore ça. C'est un de mes passe-temps. Puis j'ai 73 000 pieds carrés de terrain. Fait que j'ai du fun pour ça. Puis de la roche d'affaires. Puis ça, c'est un plaisir pour moi. Alors, mets ça dans n'importe quel contexte. Faire du grand ménage, jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants. Ben, est-ce que ce geste anodin-là est un peu au-dessus de mes capacités. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour pas me blesser? J'adore ce message-là, puis ça me revient quand même à, c'est ça, à la maison, les gens qui sont aux prises avec des douleurs ou autres, c'est d'aller consulter tout d'abord quelqu'un qui va pouvoir vous diriger vers qu'est-ce qui semble être
justement, ça prend du coaching. Puis moi, pour ma part, j'ai différents coachs sur différentes sphères, autant que ce soit mon corps physique, que ce soit le volet émotionnel, que ce soit le volet alimentaire. Puis des fois, c'est de voir, OK, parfait, justement, d'identifier cette personne-là, telle chose fait que ça revient tout le temps. Ben, OK, est-ce que ça serait bon de consulter, par exemple, un kinésiologue qui va pouvoir t'évaluer, voir où sont tes lacunes, puis pouvoir les travailler de façon intelligente, sans se blesser, pour après ça, ramener une meilleure résilience, autant articulaire que dans les activités qu'on aime faire. C'est assez important pour moi d'aller jouer au hockey 2 fois semaine avec mes amis, puis de me donner à fond. OK, comment je peux mettre en place un système pour que je me blesse pas à chaque fois, puis que je me ramasse pas chez mon chiro, physio, ostéo, peu importe, à toutes les semaines ou parce que ça revient tout le temps. Puis au-delà de que ça devient fastidieux de faire ça, c'est juste que ça nuit à ma qualité de vie également. Absolument. Puis pour certains, ça va être de faire le plan d'entraînement ou autre. Pour certains autres, ça va être d'ajuster ses flûtes un petit peu sur l'alimentation, d'implémenter peut-être juste certains suppléments une fois que ça s'est fait, ou carrément de s'occuper de plein de vieilles blessures qui ont été poussées sous le tapis. Il y a plusieurs années, 2017, je fais une présentation au premier colloque sur la douleur chronique à Québec. Et bien entendu, j'irai pas parler de kétamine puis de médicaments de même, c'est pas mon bag. Mais j'ai parlé des produits naturels, c'était pour ça que j'étais là. Fait que j'ai parlé de la vitamine D, qui est le gestionnaire de l'inflammation dont on parle pas encore assez à mon goût. Puis nous, les Nordiques, on en manque tout. C'est pas compliqué, là. Même les gens qui jouent dehors l'été ont tendance à en manquer. Puis je pourrais te raconter pourquoi je dis ça, mais c'est documenté, 70% des Canadiens manquent de vitamine D, quand c'est pas plus. Puis encore là, le 70%, c'est parce que notre taux sanguin n'était pas le taux optimal. Anyway, l'autre substance dont j'ai parlé, c'est le magnésium. Le magnésium, on a souvent dit, le calcium, on manque de calcium, on manque de calcium. Oui, mais c'était devenu une espèce d'argument de vente des produits laitiers. Puis en réalité, dans la société, il n'y a pas tant de monde qui manque de calcium comme ça quand tu prends des chiffres un petit peu différents. Donc, c'est une question d'interprétation. Mais magnésium, on n'en parle pas, c'est pas un argument de vente de quoi que ce soit, mais facilement 40% des gens n'ont pas le quantité de magnésium nécessaire dans leur assiette. Ça amène quoi, ça? Ça amène des contractures, ça amène une augmentation de l'inflammation, ça amène un problème de incapacité de détendre au niveau neurologique et musculaire, puis ça amène une augmentation de la perception de la douleur par certains récepteurs NMDA, il y a toute une mécanique, là. Mais juste prendre du magnésium, il y a une Française qui a écrit un livre là-dessus, puis c'est devenu la panacée, le magnésium. Cool! C'est encore là, c'est un produit. Est-ce que c'est juste ça ton problème? Mais d'augmenter, juste de conscientiser, il est où le magnésium dans mon assiette? Est-ce que je peux prendre un supplément de magnésium? Lequel? Lequel est bon? Lequel est pas bon? Ça se trouve sur Internet, ça. Mais on a une démarche à faire. Puis souvent, les gens une grande partie des gens à qui je rajoute du magnésium, ils dorment mieux, ils ont moins de douleurs musculaires, ils ont plus de souplesse. Tu sais, c'est pas une panacée, c'est pas un médicament qui agit sur une voie métabolique bien précise. Non, il y a 300 voies métaboliques différentes, le magnésium. Mais il agit quand même sur cette amplification de la douleur que les gens qui ont des douleurs chroniques subissent. La fibromyalgie, par exemple. Les gens qui ont des douleurs multiples. Tu mets du magnésium, puis la douleur n'est pas partie. Elle est juste moins pire. Le magnésium, c'est un des suppléments que je dirais pour toutes les raisons que tu viens de nommer, c'est tellement impliqué dans une panoplie de voies métaboliques qui vient jouer après ça sur le système neuromusculo-squelettique qui, je dis, si on veut essayer un supplément, là, quelqu'un, les néophytes ou autres, si on rentre dans un magasin de produits naturels, on choisit un supplément. Par la vitamine D. Vitamine D, c'est parfait, exact. Et le magnésium, c'est un de ceux qui a un retour sur investissement absolument incroyable. Puis au pire, on ressent peu ou pas grand-chose, mais souvent les gens, le sommeil, une panoplie de choses qui vont après ça être comme le moteur pour tout le reste, parce qu'on dort mieux, on récupère mieux, on a moins d'inflammation, notre résistance sensibilité à l'insuline, etc. Puis il y a un lien avec le métabolisme de la vitamine D également. J'ai fait un petit podcast aussi avec ça. Puis c'est ça. Mais ça pour dire, j'aime ça que tu le mentionnes, parce que celui-là, il n'était pas mentionné dans le cours. Tu en avais glissé un mot, fait que j'ai dit, j'espère qu'on va en parler aujourd'hui. Voilà, c'est fait, je suis content. Oui, les choses évoluent, parce que si tu regardes les douleurs articulaires, j'ai un cours à l'Académie de l'apothicaire, plus pour les professionnels, mais bon,
mea culpa, j'ai pas eu le temps de le remettre à jour, puis il a déjà quelques années. J'ai une version grand public sur les douleurs articulaires qui est plus succincte, qui couvre moins large en termes de produits, mais qui est plus spécifique sur qu'est-ce que je peux faire comme individu. Et là, je tape magnésium et autre chose, parce qu'il est comme beaucoup plus récent. Il s'est passé l'an dernier, là. C'est quelque chose de beaucoup plus récent. Parfait, mais puis justement ces cours-là et tout, si les gens veulent justement s'inscrire ou aller voir un petit peu l'éventail de cours qui est disponible, ça c'est sur l'Académie de l'apothicaire. C'est ça, c'est simple, c'est académie.apothicaire.ca. Cool. Alors, l'Académie de l'apothicaire, ou cherchez mon nom, vous allez le trouver, là, jgrdion.com ou Jean-Yves Dionne, Google Me. Ouais, exact, c'est ça. Les 3 premières pages, c'est mes bébelles. Si vous trouvez sur le garagiste de Saint-Pascal de Kamouraska, c'est pas moi. C'est un bon gars, mais c'est pas moi. Mais non, l'idée, c'est qu'académie.apothicaire.ca, qui est l'Académie de l'apothicaire, qui est mon entreprise que j'ai développée parce que je me considère plus un apothicaire, l'ancêtre du pharmacien, que le spécialiste du médicament d'aujourd'hui au laboratoire. Mais là, il y a 19 cours grand public, dont certains faits avec Valérie Dussault, nutritionniste, et un dernier fait avec Éric Simard, chercheur en vieillissement, qui s'appelle justement 30 ans de plus en santé. Mais ces cours-là sont axés pour tout le monde. Tu sais, puis quand la pandémie m'a frappé de plein fouet, là, tu sais, mon livre, là, Bon stress, bad stress, j'aime ça, il est à l'envers. C'est parfait. Mais ce livre-là, il est sorti le 10 mars 2020. Le 13 mars, tout fermait. Fait que mon éditeur l'a appelé Bon livre, bad timing. Mais c'était la même chose de ma vie, là. Comme bien des Québécois sur la planète, ma vie s'est écroulée, là. Tous mes contrats professionnels, même les contrats en ligne ont disparu, on n'avait plus le temps de s'en occuper. Fait que j'ai été obligé de reculer d'un pas et de dire, je fais quoi? Je me suis réinventé, c'était le mot à la mode. J'ai pris mon contenu, ma tête, puis j'ai commencé à faire 2 choses. Plus de médias sociaux, donc des lives sur YouTube, sur Facebook. Je me suis acheté une plateforme pour le faire plus efficacement sur LinkedIn. J'ai plein de choses où je fais ce qu'on fait en ce moment. J'explique des choses, puis j'essaie d'aider le monde gratuitement. Puis de l'autre côté, j'ai pris mon contenu de l'académie, puis je l'ai rentré sous forme de conférences / cours en ligne, académie.apothicaire.ca. Puis là, je touche toutes sortes de sujets d'intérêt avec une approche, comme ce que tu as vu dans les cours, très structurée, de vulgarisation. C'est mon premier but. C'est pas « Hey, go, je suis brillant ». Non. Mon but, c'est « Est-ce que tu as compris ?» C'est pour ça que souvent, je parle trop vite, je le sais, mais je veux en mettre beaucoup. Et souvent, je vais expliquer de 2-3 fois différentes pour faire en sorte que le message passe. Parce que c'est ça le but. Est-ce que tu as compris? Puis je crois que c'est ça qui fait ta force également. Fait que, merci. Comme je disais tantôt, la répétition. Moi, j'apprends beaucoup par répétition. Je vais parler pour moi, mais c'est pour ça je crois que ça me rejoint beaucoup tout ce que tu dis, tout ce que tu parles. Puis j'ai le goût à chaque fois de le partager dans mon entourage. Autant, comme je dis, à mes collègues praticiens que mes parents, ma famille, les gens que je te trouvais excellent vulgarisateur. C'est pour ça que j'encourage les gens là, qui sont intéressés à en apprendre plus. Je crois que c'est la marque d'un bon patient, mais au-delà de là, d'un individu qui veut prendre contrôle sur sa santé, non la remettre dans les mains de circonstances externes. Je pense que c'est une grosse clé sur panoplie de problématiques qu'on a présentement même en société, je dirais, mais je crois que c'est tu réponds à une demande qui est présente. Donc, les gens, je vous encourage fortement à aller voir ça. En conclusion, Jean-Yves, s'il y avait une chose, je dirais, que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue d'aujourd'hui par rapport aux douleurs articulaires, par rapport à même à la santé métabolique, je dirais, par rapport à l'arthrose, douleur ou autre, ça, c'est quoi? Une chose. Simplement, il y a toujours quelque chose à faire. Exact. Parce que souvent, quand on rouvre les yeux et qu'on observe de façon large la problématique, on a parlé de d'où vient la douleur, comment on développe l'arthrose, pourquoi? C'est un diabète des articulations. Et là, ça t'amène à penser, OK, diabète, sucre, glucides, féculents, j'en ai-tu trop dans mon alimentation? J'ai-tu tendance à avoir, pain, pâtes, patates à chaque repas? Peut-être j'en ai trop en proportion. Fait que la première chose, c'est j'ai mal quelque part, il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est automatiquement aller voir un professionnel? Pas nécessairement. Quand c'est hors contrôle, moi le premier, je suis allé voir, là, moi aussi j'ai mon chiro, puis j'ai un ostéopathe, puis je vais voir mes gens parce que
j'ai dépassé les bornes, puis là, j'ai besoin d'aide parce que je suis pas capable de détendre ce bout-là. Mais il y a des choses que je fais que tout le monde peut faire. Qu'est-ce que je mange? Comment je bouge? Est-ce que je peux avoir un programme d'exercice qui n'a pas besoin d'être très élaboré, mais qui va tonifier les morceaux fragiles, puis d'avancer en âge en bon état, puis me ramasser à 90, debout, droit, en bon état, sans avoir mal partout, puis prendre 22 médicaments. Exact. Les bases. Puis tu sais, je vais finir là-dessus, je vais ajouter ce que j'aimerais aussi, c'est ça que les gens retiennent d'aujourd'hui, c'est exactement comme tu as dit, on n'est pas victime nécessairement d'un diagnostic de comment ça y est, les jeux sont faits, puis il n'y a rien à faire. Tu sais, je trouve que ça amène un message d'espoir, un message de soutien. Ça, là, permets-moi de faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Au Québec, puis en Occident, on est très fort sur les diagnostics. Ça me prend un diagnostic, que ce soit physique ou psychologique, j'ai une étiquette, donc je sais. Mais très souvent, le diagnostic, c'est un diagnostic d'exclusion qui veut rien dire. Commençons donc par regarder pourquoi on s'est rendu là, puis trouvons nos propres solutions. Parce que si je me fais dire que, mettons, je suis personnalité borderline, ça veut dire quoi, ça? Ça veut juste dire que je vais me retrouver dans d'autres mondes, puis qu'il y a des groupes de support. Fine, mais ça me change pas ma vie, là. Mm-hmm. Alors, si j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai des problèmes digestifs, j'ai du brouillard mental, ben commençons à regarder pourquoi ça peut être ça, quelles sont les hypothèses, puis faire mon travail sur soi. T'sais? Yes, exactement. D'aller voir toutes les multiples facettes qui peuvent intervenir dans cette problématique-là. Prendre son intelligence et avancer avec. Exact. Écoute, super entrevue, Jean-Yves. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu continuer encore un bout de temps sur une panoplie de sujets, mais c'est super apprécié. Ta passion contagieuse et on se rejoint beaucoup là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je crois que ça a été très informatif pour tous. Donc, au plaisir et à bientôt. Ça fait grand plaisir et merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à toi. Ciao, ciao.